Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer la lecture du sujet. Au cours d'une compétition scolaire de basketball dans la région de Daloa, un élève basketteur A d'une classe de terminale scientifique tire la balle en direction du panier constitué par un cercle métallique de centre C dont le plan horizontal est situé à 3,05 mètres du sol. Afin de donner la victoire à son équipe dans les derniers instants, met un joueur B de l'équipe adverse situé à 0,9 m du joueur A entre celui-ci et le panier. Tente maintenant d'empêcher la balle d'entrer dans le panier en levant verticalement les bras. La hauteur totale atteinte par B est 2,70 m. Lorsque le ballon est lancé par le joueur A, le centre d'inertie jeu du ballon est à 2 mètres du sol. La distance séparant les verticales passant par le centre C du panier et G est 7,1 m. Sa vitesse V0 fait un angle alpha 45 degrés avec l'horizontale. Voir figure ci-dessous. Le panier est marqué ou ici lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier. Donné. On dit la masse du ballon est 0,6 kg plutôt, et G fait 9,8 mètres par seconde. Étant voisin du joueur A et supporter de l'équipe de ta classe, tu es désigné pour le mouvement de la balle afin de vérifier si le joueur B empêche la victoire de votre équipe. Bonjour chers abonnés, je suis le professeur Siongo Zano. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer la notion du champ B, du champ G dans cette nouvelle vidéo. Avant de continuer, nous vous invitons à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos notifications. Ok, nous allons commencer. Le schéma est là. La question est... Ici, énoncer le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie, pour l'énoncer, il y a un thème très important qu'il ne faut pas rater. C'est ce thème qui est là, dans un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen. Voilà. C'est ce thème qui est là. C'est très important. Voilà. Si tu ne commences pas par dans un référentiel galiléen, tu commences directement, c'est 0. Donc, il faut commencer par dans un référentiel galiléen. Parce que l'étude ici s'est faite dans un référentiel galiléen. Donc, dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse, de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Ok. Donc, voici le théorème du centre d'inertie. Et si vous voulez, on peut traduire ce théorème par... Bon, le terme mathématique ici, c'est la somme des forces extérieures. Ça, c'est la traduction mathématique. Égale à M fois A. Ici, c'est la somme des forces, la somme vectorielle des forces extérieures. Égale à M fois le vecteur accélération. Donc, ça, c'est le théorème du centre d'inertie. Pour la deuxième question, on nous dit établir les équations horaires du mouvement du centre d'inertie G du ballon.
Puisqu'ici, l'étude ici, c'est l'étude du ballon. Donc, ici, c'est le mouvement du centre d'inertie du ballon. Donc, nous allons établir ici les équations du mouvement du centre d'inertie du ballon. Donc, avant de commencer, ici, il faut faire l'étude cinématique, c'est-à-dire énoncer le système, donner le référentiel d'étude et puis faire le bilan des forces. Donc, ici, étude cinématique. Étude cinématique. L'étude cinématique. L'étude cinématique, le premier point, c'est le système. Le système, c'est ici le ballon. Ballon de masse M. Il ne faut pas oublier ça. De masse M, petit m. Le deuxième point, c'est le référentiel. Le référentiel. Et ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, comme on le fait au lycée. Parce que ici, on a dit ici que dans un référentiel galiléen, pour énoncer le théorème. Donc, ici, le référentiel, c'est terrestre qui est supposé galiléen. Après le référentiel, nous passons au bilan des forces. Ici, le bilan des forces. Ici, c'est le ballon qu'on étudie ici. Ici, nous sommes en champ G. Donc, le ballon, il est en l'air. Donc, le ballon ici, qui est notre système, est soumis seulement au poids. Il est soumis à son poids. Donc, c'est la seule force qui s'exerce ici sur notre système. Donc, ici, le poids P du ballon. Le poids P du ballon. C'est la seule force. Donc, après le bilan des forces, nous allons appliquer maintenant le théorème du centre d'inertie. Voilà. C'est pourquoi, dans la première question, on nous a dit d'énoncer ce théorème. Donc, c'est pour l'appliquer après qu'on nous pose cette question. Donc, ici, nous allons appliquer ce théorème. Donc, appliquons le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Donc, le théorème du centre d'inertie dit quoi? On dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc, ici, la somme des forces. Or, ici, nous n'avons qu'une seule force, qui est le poids. Donc, on va mettre ici le poids égal à la masse fois l'accélération. Or, le poids ici, on sait que le poids qui est là, sa formule, c'est M fois G. Donc, ici, c'est mg. mg est égal à ma. Donc, on voit bien que ici, on peut simplifier les deux m. Donc, on a m ici. Ici, cela implique que g égale à a. Donc, g égale à a qui a une constante. Une constante vectorielle. Donc, ça, c'est la première expression qu'il faut faire ressortir d'abord. Ok, donc, voici la première expression qu'il faut faire ressortir. Après ça, maintenant, nous allons passer ici. Nous allons passer maintenant à ici l'étude du mouvement. C'est-à-dire, pour établir ici l'équation, il faut mettre d'abord ici AT égale à 0. C'est-à-dire, il faut considérer d'abord le mouvement AT égale à 0. Voilà, on étudie le mouvement du ballon AT égale à 0. Donc, AT égale à 0 ici, on a OG0. OG0, c'est-à-dire la position initiale du ballon. La position initiale ici. Ici, nous sommes dans un repère ici. Et c'est le plan. Nous sommes dans le plan X, Y. X, O, Y. Donc, nous sommes dans un plan. Donc, ici, on n'a que deux coordonnées. La coordonnée X et la coordonnée Y. Dans la coordonnée X ici. Comme ici, c'est AT égale à 0, nous allons mettre ici X0. Vous dites que c'est la coordonnée initiale. L'abscisse initiale. Ici, Y0, l'ordonnée initiale. Et l'abscisse initiale ici, on voit que le mouvement ici, le mouvement s'effectue sur l'axe Y. Donc, initialement ici, on est sur l'axe Y. Donc, ça veut dire que X0 est égal à 0. Parce que le mouvement s'effectue sur l'axe Y. Ou bien, autrement dit, on peut dire que le vecteur V ici, son origine ici, est représentée sur l'axe Y. On peut dire ça.
Donc, on voit que ici, l'origine de V est sur l'axe Y. Donc, ça veut dire que X vers 0. Donc, si X vers 0, Y maintenant, on voit que ici, voici l'origine ici, voici le point J là. Donc, Y0, c'est de O, puisque ici, l'origine de notre repère, c'est O. Donc, c'est de O jusqu'à G. On voit que de O à J là, il y a d'abord une distance qui est là, une hauteur, qui est 2 mètres. Donc, la hauteur qui est là, c'est la hauteur initiale. Donc, la hauteur 2 mètres qui est là, ça représente ici Y0. Donc, ici, notre Y0, c'est H, égal à H. Ici, il ne faut pas mettre moins H, parce que ici, nous sommes sur le côté positif de l'axe Y. Parce que l'origine est là. Donc, le côté positif, c'est là. Le côté négatif, c'est ici. Donc, il ne faut pas mettre ici moins H. Lui qui met moins H, c'est 0. OK. Donc, après ça, ici, après OG0, on a V0. V0, ça fait partie de l'étude à T égale à 0. Donc, V0X, V0Y. V0X. Pour trouver ici les composantes de la vitesse initiale, il faut projeter la vitesse sur les axes X et Y. Donc, ici, on va projeter V0 sur X et V0 sur Y. On voit que V0 ici est repéré ici par l'angle alpha. Donc, si l'angle alpha est là, l'angle alpha qui est ici, ce même angle se retrouve là. Angle alterne-interne. Voir les coups de quatrième. En quatrième, on voit les angles alterne-internes. Donc, ici, on voit que les deux angles sont alterne-internes. Donc, alpha qui est ici se retrouve là. Donc, si on veut trouver la composante de V0 suivant l'axe de X, il faut projeter ici. Et là, nous sommes sur le côté adjacent de l'angle. On voit que le côté qui est là, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, V0X, ça fait cosinus alpha. Cosinus alpha multiplié par V0. Multiplié par V0. C'est le côté adjacent. Donc, c'est comme c'est l'hypoténuse multiplié par l'angle, le cosinus de l'angle. Et pour trouver Y, on fait la même chose, on projette ici. Donc, Y, on voit que le côté qui est là, ici, c'est le côté V0Y. Et là, c'est V0X. Donc, V0Y, on voit que c'est le côté opposé à l'angle. Donc, bien sûr, ici, ça sera sinus. Donc, ça va être sinus de l'angle multiplié par l'hypoténuse qui est V0. Donc, voici les coordonnées initiales. Voilà, l'abscisse initiale, l'ordonnée initiale, la vitesse initiale ici. OK. Donc après, ici, on a déjà donné ici les différentes valeurs de X et puis Y à l'état initial, c'est-à-dire à T égale à 0, on a I0 qui fait 0, Y0 fait H. Et V0 aussi, on a V0X qui fait cosinus alpha multiplié par V0, et V0Y fait sinus alpha multiplié par V0. Et après ça, nous allons passer maintenant à l'étude à T différent de 0. T différent de 0. À T différent de 0, je vais écrire d'abord la formule générale, OG. OG, ça sera égal à 1 demi de AT carré plus V0 de T plus OG0. Et la vitesse aussi, fait AT carré, AT plutôt, plus V0. Voilà. Donc, ici, OG0, si on aura X et puis Y. Donc, ici, on aura ici 1 demi de AX T carré plus V0X de T plus X0. Donc, voici ce qu'on doit trouver pour X. Et pour Y, on aura aussi 1 demi de AY de T carré plus V0 Y de T plus Y0. Donc ici, on va déterminer AX et puis AY. AX. Ici, on a dit A égale à G. Le vecteur A égale au vecteur G. Donc ici, ça sera égal. Puisque c'est un vecteur dont on aura deux composantes aussi. On aura la composante
AX puis la composante AY. Donc ici, A, le vecteur A, on aura AX, AY. AX. AX, on a dit que G égale à A. Donc, pour trouver AX et puis AY, on va regarder ici la direction de G. La direction de G. Donc, ici, sur le schéma, on a G. G qui est là. Donc, c'est la direction de G. On va regarder. On va trouver AX et puis AY. Donc, on a G. Pour trouver AX, il faut projeter G sur l'axe de X. Et on voit que quand on prolonge ici la droite d'action de G, ça c'est perpendiculaire à l'axe de X. G ici est perpendiculaire à X. Donc là, ça fait 0. X fait 0. Pareil que G et puis Y ici sont parallèles. Les deux droites d'action sont parallèles. Donc, d'abord, Y égale à G. Mais ce n'est pas fini. Ici, il faut tenir compte du sens. Le sens de G et puis le sens de l'axe X. Y plutôt. On voit que Y monte et puis G descend. Donc, les deux sont opposés. Donc, il ne faut pas oublier de mettre un moins là. C'est très important. Si vous oubliez le moins, c'est fini. Ça sera un 0. Donc, je vais remplacer maintenant. Donc, on aura OG. Ça sera ici. X sera égal à... On a dit AX fait 0 ici. Donc, ce n'est pas la peine de recopier ça. Puisque tout ça va s'annuler. Donc, ici, on aura V0X. Ici, V0X, on a dit c'est V0 multiplié par cosinus alpha. Donc, on aura ici V0 cosinus alpha fois le temps qui est là. Plus, on a dit X0 fait 0. Donc, X ici s'arrête là. Et pour Y, on va remplacer. Ici, on a dit AY fait moins G. Donc, ça sera ici moins 1 demi de GT carré plus V0Y. V0Y, on a dit c'est V0 multiplié par le sinus de l'angle. Donc, ça fait ici V0 sinus alpha fois T. Plus Y0. Y0, ça fait H. Donc, plus H. Le petit H. Okay, donc, voici l'équation horaire. Donc, on va faire la même chose pour V, la vitesse. La vitesse, on aura ici Vx, Vy. Vx, on a dit c'est AT plus V0. Donc, ici, Vi, ça sera AX de T plus V0X. Ici, AYT plus V0Y. Donc, voici ce qu'on va trouver ici. On va remplacer. Ici, Vx, Vy. Ici, AX fait 0. Donc, Vx égale à V0x. Alors, V0x fait V0 cosinus alpha. Donc, ici, ça reste V0 cosinus alpha. Et V0y, on a dit AY fait moins G. Donc, ça fait ici moins GT. Plus V0y qui fait V0 sinus alpha. Donc, voici les équations horaires. Plutôt l'équation horaire du mouvement. Donc, l'équation de la trajectoire. Donc, ici, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il faut recopier d'abord l'équation horaire. Ici. Voici l'équation horaire. Donc, l'équation cartésienne, c'est d'exprimer une coordonnée en fonction de l'autre. Donc, soit vous exprimez x en fonction de y ou y en fonction de x. C'est ça, on dit l'équation cartésienne. Donc, mais ici, c'est bien vrai que c'est un choix. Mais il faut tenir compte de l'expression. Il ne faut pas regarder ici pour dire yes, mais x en fonction de y. Or, on voit bien que l'expression de y est très compliquée. Donc, ce qui est facile, c'est de tirer t ici, puis de remplacer là. Donc, c'est d'exprimer y en fonction de x. C'est ça qui est plus simple ici, dans ce cas. Donc, ce n'est pas forcément toujours, il faut exprimer y en fonction de x. Ça dépend de l'expression de l'équation. Donc, on est là. Donc, on va tirer ici. On a deux équations. Donc, l'équation 1 ici.
On a x égale à V0 cosinus alpha t. Donc, on va tirer t qui sera égal à x sur V0 cosinus alpha. Donc, ici, je vais nommer ça 3, l'équation 3. Donc, on va remplacer l'équation 3 dans l'équation 2. Donc, je mets ici 3 dans 2. 3 dans 2, on aura y qui sera égal à moins 1 demi de g. Et g, le t carré, on va remplacer t par son expression. Donc, j'ouvre ici une parenthèse, on aura x v0 cosinus alpha au carré plus v0 sinus alpha. Et j'ouvre ici une parenthèse, x sur v0 cosinus alpha est faible. Plus h. Et plus h. Donc, on va arranger ça. On aura ici moins 1 demi. On aura ici j. On ne voit pas. Donc, on aura ici moins gx carré sur 2v0 carré. Puisque ici, c'est au carré. Cosinus carré alpha. Plus, ici, on aura v0 sinus alpha et puis fois x sur v0 cosinus alpha. Maintenant, plus le h maintenant. Donc là, on ne peut rien faire. Donc, on va laisser ça comme ça. Moins g x carré sur 2v0 carré cosinus carré alpha. Plus, ici, on a v0, v0. Donc, on va simplifier. Et là, sinus, cosinus, ça fait tangente. Donc, on aura ici tangente alpha x plus h. Donc, voici l'équation cartésienne. Voici l'équation cartésienne. Ici, la troisième question. On nous dit de montrer que l'équation cartésienne peut se mettre sous cette forme. Donc, voici notre équation ici. Donc, si on voit que l'équation a pris cette forme, ici, on peut dire que c'est G. Ils ont remplacé ici les expressions ici par les valeurs. C'est-à-dire G par son expression qui est là, par sa valeur qui est 9,8. Et puis le 2, tout ça là. Ici, on a alpha. Le alpha ici fait 45 degrés. Donc, nous allons remplacer ici ces termes-là par les valeurs. Donc, on aura Y qui est égal à moins G égale à 9,8. Donc, on aura ici 9,8 x carré sur 2 fois cosinus carré 45 fois V0 carré. Puisque V0, on ne nous a pas donné V0 dans l'exercice. Donc, on n'a pas la valeur de V0. Donc, on laisse V0 dedans. Plus tangente alpha. Donc, ça sera ici tangente de 45 degrés. X plus H. Le H plutôt. H égale à 2 mètres. Voici le H ici. H égale à 2 mètres. Donc, plus 2. Ici, 2 fois cosinus carré 45, ça fait 1. Puisque cosinus carré de 45, ça fait 0,5. Donc, 2 fois 0,5, ça fait 1. Donc, ici, on n'aura que V0 carré. Et en haut, là, on ne peut rien faire. Donc, on va laisser ça comme ça. On aura ici moins 9,8 sur V0 carré, X carré ici. Tangente de 45, ça fait 1. Tangente de 45 fait 1. Donc, ici, plus X plus 2. Donc, on a bien notre équation cartésienne qui est égale à ça. On peut se mettre sous cette forme. Donc là,
ça paraît encore très simple. La question 4. On nous dit de déterminer 4.1 la valeur de V0 pour que le panier soit reçu. Le panier soit reçu. Ici, pour répondre à cette question, nous allons recopier d'abord l'équation horaire qui est là. L'équation cartésienne. Y égale à moins 9,8 sur V0 carré, X carré, plus X plus 2. Donc, on va s'intéresser ici à cette équation. Et dans le test, on nous dit le panier est reçu lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier. C'est-à-dire ici, le centre du ballon qui est le point G passe par le centre du panier qui est le point C. Donc, on voit que la balle doit quitter le point G pour arriver au point C. Donc, du point G au point C, on voit qu'il y a une distance qui est là. Or, on voit que dans l'équation qui est là, on a X qui représente la distance. X, c'est l'abscisse, donc c'est la distance. Et Y, c'est l'ordonnée, la hauteur. Donc, si la balle quitte du point G au point C, ça veut dire que le X a varié de 0 jusqu'à la distance D. Donc, on peut dire que X égale à la distance D. Donc, ici, je mets ici pour que le panier soit réussi, il faut que X soit égal à D, la distance D. X soit égal à D, qui est égal à 7,1 mètres. Et si X égale à 2, ça ne suffit pas. Parce que si X égale à 2, si la hauteur fait H qui est ici, on voit que le panier ne sera pas réussi. Donc, si X égale à la distance D, il faut que le Y respecte aussi la condition. Donc, Y doit respecter la condition qui est là, c'est-à-dire la hauteur grand H. Pour que le panier soit réussi, il faut que la balle parvienne ici au point C. Et là, on voit que la hauteur du point C, c'est grand H. Donc, il faut que Y soit égal à grand H. Donc, Y égale à grand H, qui est égal à 3,05 mètres. Donc, on voit qu'on a X et puis on a Y. Oh, là, on a X, Y. Ici, dans l'équation, on avait 3 inconnus. Mais on connaît déjà 2 inconnus, donc on peut déterminer la troisième. Donc, V0 ici. Donc, on va prendre l'équation, on remplace Y par H, X par D. Donc, on aura H égale à moins 9,8 sur V0 carré fois D carré plus D plus 2. Donc, comme c'est celui-là on veut, je vais tirer, il va aller doucement. Ici, on aura moins 9,8 D carré ici sur V0 carré. Ça sera égal à, je vais faire passer ici ce terme ici, de l'autre côté. Donc, on aura H moins D moins 2. Donc, comme c'est V0 on veut, on va tirer V0. Donc, V0 au carré, ça fait, ici, on fait produit en croix ici. C'est comme c'est ça fois ça, divisé par ça fois ça, égale à ça fois ça. Donc, si on veut tirer lui là, ceux-là ils vont passer au dénominateur. Donc, on aura ici H moins D, moins 2 ici. Et là, on aura moins 9,8 D carré au dénominateur, au numérateur plutôt. Donc, si on a V0 qui fait ça, V0 carré qui fait ça, ça veut dire que V0 égale à la racine carrée de tout ça. Donc, racine carrée de moins 9,8 D carré sur H moins D moins 2. Donc, voici V0. Voici l'expression de V0. Donc, nous allons faire l'application numérique. Donc, V0 sera égal à racine carrée de 9,8 moins 9,8 multiplié par la distance D. D, c'est 7,1 mètres. Donc, ça fait 7,1 mètres au carré.
sur H. H égale à 3,05 mètres. Donc, on aura ici 3,05 moins 7,1 moins 2. Donc, ici, on va nous donner ici 9,03 mètres par seconde. V0. Voilà. Donc, voici la valeur de V0. Question suivante. Nous sommes à la question 4.2. On nous demande de trouver la valeur de VC de la balle lorsque le panier est réussi en utilisant ici le théorème de l'énergie cinétique et en admettant que V0 est égal à 9,03 mètres par seconde. Ici, on a déjà calculé V0, mais ici, ils ont donné la valeur pour quelqu'un qui n'a pas pu calculer la valeur, peut prendre cette valeur pour continuer, pour ne pas l'empêcher de continuer. Donc, nous allons procéder ici au calcul de VC. Ici, on nous demande d'utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, on sait très bien, c'est en 2 points. Ici, nos 2 points ici, en question, c'est G et puis C. Le point G et puis le point C. Donc, on va utiliser ici delta EC entre G et puis C. Donc, c'est égal ici à ECC moins ECG, qui est égal à travail des forces extérieures. La somme des travaux des forces extérieures. Donc, le théorème de l'énergie cinétique dit quoi? Ici, la variation de l'énergie cinétique entre les 2 points, c'est-à-dire le point final moins le point initial, c'est égal ici à la somme des travaux des forces extérieures. Ok, donc ici nous, on a une seule force ici, appliquée à notre système. Donc, on aura ici 1 demi de M VC carré moins 1 demi de M VG carré égale à travail ici du poids. Puisque ici, notre seule force ici, c'est le poids. Donc, nous allons ici, on a 1 demi de M, 1 demi de M, on peut factoriser. Si donc, on aura 1 demi de M VC carré moins VG carré. C'est égal ici à MGH. Le travail du poids, c'est MGH. Voilà. Ici, ça dépend aussi du signe. Ici, tantôt c'est plus MGH, tantôt c'est moins MGH. Donc, je disais, tantôt c'est MGH, tantôt c'est moins MGH. Ici, le signe dépend ici du mouvement du système. Ici, notre système ici, le mouvement ici est dirigé vers le bas. C'est-à-dire, on a un mouvement vers le bas. Donc, ici, le poids ici favorise le mouvement. Donc, c'est plus MGH. Si ici, si le poids s'opposait au mouvement, ici, on allait mettre ici moins MGH. Donc, là, on va déterminer le H. On va déterminer ici H. Donc, il met cherchons H. Donc, cherchons H. Puisqu'on n'a pas H. Ici, pour ne pas trop nous compliquer la vue, je pense que je vais changer la lettre. Parce que on a déjà un petit H ici, un grand H. Donc, si je mets petit H, on peut confondre avec la hauteur qui est ici. Or, c'est différent. Donc, le Z ici, on va calculer Z. Ici, je vais vous montrer d'abord le Z. Le Z, c'est la hauteur entre les 2 points, C et G. Voici le G, voici le C ici. Donc, je vais essayer de déterminer la hauteur entre les deux. Donc, je prolonge ici les droites d'action. Et ça aussi, je prolonge. Voilà. Donc, ici, notre hauteur ici en question, c'est ça. C'est la hauteur qui est ici, Z. La hauteur qui est là. Donc, pour pouvoir déterminer cette hauteur, on peut se servir ici de la grande hauteur qui est là, c'est-à-dire le grand H. On sait que le grand H qui est là, ça part de là à là. Donc, c'est la somme ici de la distance qui est là. Je peux mettre un point là comme un point M. Donc, on peut dire que notre grand H, si je mets A comme ça, puis je mets B ici. Donc, je peux dire ici AB est égal à AB qui est là,
c'est égal à AM plus MB. Ici, il y a AM plus MB. Donc ici, AB. AB, c'est la distance de A à B. Et ici, on voit que ça représente notre grand H. Donc AB fait grand H. Et AM ici, c'est la distance qui est là. Donc cette distance, la voilà ici. C'est le petit h. Et MB, MB, c'est la distance qui est ici, c'est notre Z en question. Donc je vais essayer de les remplacer. Ici, on aura grand H égal à petit h plus Z. Donc on peut tirer notre Z, qui sera ici à grand H moins petit h. Donc voici le Z en question. Donc on va remplacer maintenant. Là aussi, il y a VG qui est là. Ici, dans le sujet, on n'a pas la vitesse VG. C'est-à-dire la vitesse ici au point G, ce n'est pas VG, mais c'est V0. Voilà, la notation ici. Ici, on a mis VG, mais c'est plutôt V0. Vu que ici, l'origine de V0, c'est au point G. Donc, la vitesse au point G, c'est la vitesse V0. Donc, je vais simplifier ça ici. VG égale à V0. Donc, je peux remplacer maintenant 1 demi de M VG carré plutôt VC carré moins V0 carré égale à MG facteur de grand H moins petit h. Donc, je vais tirer. Ici, on a MM. Les M vont se simplifier. Donc, je peux tirer mon VC carré moins V0 carré. Ça sera égal à 2G H moins petit h. Donc, VC carré, ça me fait 2G H moins petit h plus V0 carré. Donc, VC sera égal à racine carrée de 2G H moins petit h plus V0 au carré. Donc, voici ici la vitesse VC en question. Donc, ça, c'est l'expression numérique. Donc, application numérique. Donc, après le calcul, on trouve VC, ça fait 10,1 mètres par seconde. Donc, après le calcul, on trouve ça. Vu que toutes ces données ici sont déjà là. Le G fait 9,8. Le H ici fait 3,05. Le petit h fait 2 mètres. Et le V0 fait 9,03 mètres par seconde. Donc, après le calcul, nous trouvons ça. Après cette question, nous allons passer à la question 4.3. Donc, pour déterminer ici cette durée, nous allons nous servir de l'équation horaire qui est là. On a x qui est égal à V0 cosinus alpha t et y qui fait moins demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. Donc, comme je l'ai dit, la balle doit quitter du point G au point C. Donc, on voit bien que ici, on a deux expressions. On a x et puis on a y. Donc, on a le temps partout. C'est-à-dire, tu peux te servir des deux expressions. Mais attention, on ne choisit pas. On ne choisit pas au hasard. C'est-à-dire, il faut savoir choisir. Ici, si on prend ici, la première équation qui est là, l'équation en x. Si on prend l'équation en x, on voit bien que le temps ici, si on tire le temps, on aura x sur V0 cosinus alpha. Ici, on a V0, on nous a donné V0, on a alpha. Le x, on va chercher le x maintenant, ici, c'est référent ici à la virgule. Donc le x, on voit que la balle quitte le point G au point C. Donc le x, c'est de 0 jusqu'à la distance D. Donc on va dire ici notre x, ça fait D. Donc si on doit se servir de cette équation, on va dire que le x égale à la distance D. Et puis on peut calculer le temps. Pour quelqu'un aussi qui veut se servir de la deuxième équation, il faut savoir ici choisir aussi le y, c'est-à-dire la hauteur. Donc si on veut se servir de cette équation, on va dire que la hauteur, ça doit être ici grand H. Mais on voit que cette équation est un peu compliquée. Donc c'est mieux de se servir de la première. C'est plus simple. Donc ici, l'équation 1 nous donne T égale à x sur V0 cosinus alpha t. Et on voit que x avec
x égale à d. La distance d. On est bien écrit quoi. Excuse-moi. Donc ici, on tire le t, on aura x sur v0 cosinus alpha. Donc le x fait d. Donc si je remplace le x, on aura d sur v0 cosinus alpha. T ici. Donc t est là. Donc ici, on a le g, le d plutôt. On va remplacer d par sa valeur, v0 par sa valeur, alpha par sa valeur et faire l'application numérique. Donc ici, application numérique. Donc t égale à 1,11 secondes. Après l'application numérique, on trouve t égale à 1,11 secondes. Donc c'est le temps que la balle va mettre ici pour quitter de G à C. Donc ici, je peux dire que la question est finie. On passe maintenant à la dernière question. Ok, nous sommes maintenant à la question 5. La dernière question. On nous dit de justifier si le joueur B empêchera la victoire de votre équipe. C'est-à-dire si le joueur B va empêcher la balle de parvenir au point C. Donc pour cela ici dans le sujet, on nous dit que B se trouve à une distance de 0,9 m de A. Donc, on sait que c'est A qui lance la balle. Donc, on peut dire que B est à quelque part ici, quelque part là. Puisque A, c'est le joueur qui a la balle. Donc, B est à quelque part ici. Donc, si 0,9 est la distance qui sépare les deux joueurs, ça veut dire qu'on peut déjà trouver la distance du point B au panier. Voilà, donc on peut trouver la distance qui sépare B du panier. Donc, on va déterminer cette distance. Mais ici, cherchons DB. La distance de B à C. Voilà, c'est-à-dire la distance de B à C. Donc, on va chercher cette distance. On sait que D qui est là, le D qui est là, c'est la distance de A au point C. Et puis, la distance de A à B, on connaît cette distance. Donc, on peut dire que la distance qui est là, la distance D, ça sera égal ici à la distance de A à B. Donc, il va appeler ça aussi AB. La distance AB. Plus la distance de B à C. Donc, il va appeler ça B. La distance de B à C, ne voyez pas ça comme ça. C'est ce qui est horizontal. Voilà. Donc, là, on peut dire, puisque c'est là, ça s'arrête. Voilà, je peux dire que le C, il le considère qu'il est là. Sinon, c'est pas ici. Si c'est là, on va parler d'auteur. Mais il parle de la distance. Donc, c'est ce qui est horizontal. Donc, c'est BC ici. On voit que AB ici, c'est la distance qui est là, 0,9. Et le BC ici, c'est la distance qui sépare B de C. C'est ça qu'il appelé ici DB. Donc, on aura ici AB ici qui fait 0,9 plus DB. Donc, si on tire notre DB, on voit que ça va faire le D moins les 0,9. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette distance, on va maintenant se servir encore de l'équation horaire. Donc, on va venir prendre cette équation. On va tirer le temps. On tire ce temps. On remplace le X par la distance de B à C. Et on fait l'application numérique. Ce temps qu'on aura calculé ici, on va comparer ce temps au temps T qu'on a calculé à la question 4,2. Plutôt 4,3. À la question 4,3. Donc, c'est ce que nous allons faire. Après calcul, on trouve DB égale à 6,2 mètres. Donc, on va se servir maintenant de l'équation qui est là. On va encore tirer ici notre T qui était égal à X sur V0 cosinus alpha. Ce T, je vais l'appeler TB. Voilà. Parce que c'est le temps que B va mettre pour arriver jusqu'à C. Donc, il peut l'appeler TB. Donc, ici, notre X, puisque c'est B qui parcourt la distance maintenant, donc, ça sera la distance de B à C.
c'est cette distance-là qui est là. Donc, le X égale à DB. Mais ici, X égale à DB. Donc, je vais remplacer DB, V0, cosinus alpha. Voici notre TB qui est là. On va faire l'application numérique. Voilà, donc l'application numérique, on trouve TB égale à 0,97 secondes. Or, ici, je mets ici, or, le temps, c'est-à-dire le temps que la balle même parcourt de G jusqu'au point C, c'est ce temps-là, on a calculé à la question 4.3 qui était 1,11. Je peux l'appeler le temps mis par la balle de G à C. Donc, le temps qui est là, c'est ça on a calculé à la question 4.3. C'est le temps que la balle met pour parvenir au point C. Et puis, le temps que le joueur B met pour parvenir au point C aussi, on voit que ce temps, c'est 0,97. Donc, on voit bien que la balle arrive avant le joueur B. Oui. Voilà. Donc, TB, c'est 0,97. Et TC, c'est le T qui est là. C'est le temps que la balle met pour parvenir au point C. On voit bien que le TC est plus grand que le TB. Donc, on peut dire que le joueur B arrive avant la balle. Donc, s'il arrive avant la balle, ça veut dire qu'il peut empêcher la balle d'entrer dans le panier. Donc, je pense que c'est ça. Donc, on peut conclure que... Voilà, donc, on peut conclure que le panier n'est pas réussi. Le panier n'est pas réussi car B arrive avant la balle. Voilà. Donc, je vous dis merci et à bientôt.